Voici un énoncé. Donc, un bateau parcourt 30 km dans la direction du sud-ouest, puis 10 km dans la direction de l'ouest, puis 20 km dans la direction du nord-ouest, et enfin 25 km dans la direction nord. Déterminer à quelle distance il se trouve de son point de départ et dans quelle direction. Bon, c'est une question, je veux dire, qui est fortement d'actualité pour tout être humain ou tout être individu qui est dans un nouveau lieu ou qui est dans un milieu hostile. C'est-à-dire, par exemple, s'il va en forêt, ben, la première des choses, c'est de se repérer pour ne pas se perdre dans un bois. S'il est grand, voilà, s'il s'avérait être grand, ben, il faudrait faire face à un danger que représenterait, je veux dire, l'environnement du bois, de la forêt, euh, parce qu'il y a des forêts de différentes tailles. Il y a de très grandes forêts où on peut se perdre et on peut bon, avoir affaire à des animaux sauvages et voire même, je pense à des serpents, toutes sortes d'animaux sauvages qui peuvent venir voilà, faire en sorte d'être un danger. Il y a des insectes, des araignées, des animaux sauvages dans les forêts. Voilà, donc la forêt peut être un milieu hostile. Et donc parfois quand on se promène en forêt, ben, ce qu'on veut c'est de se repérer pour pouvoir retourner à son lieu de résidence, à un lieu moins dangereux que pourrait l'être la forêt. Alors, qui se repère, ben, c'est tout individu, être humain, a vocation à vouloir se repérer, ainsi que tout animal, tout insecte ont des facultés d'adaptation et je veux dire, de direction et faculté euh, de, on va dire, de percevoir l'espace comme étant un environnement où euh, ils peuvent bouger sans contrainte, et pouvoir s'y repérer, s'y retrouver. Et ça, c'est valable pour les animaux, les insectes et les êtres humains. Alors parfois, vous pouvez voir un hérisson. L'hérisson arrive d'un point A, arrive à toujours au même point B, à chaque heure, à la même heure, il est toujours là, au même endroit, pour venir chercher sa nourriture. Bon, c'est ça, c'est l'instinct voilà, animal qui fait qu'il a besoin de se nourrir et qu'il sait bien qu'il va aller se nourrir à un endroit et que cet endroit-là, bon, il est repéré, peut traverser je ne sais pas combien de kilomètres de forêt pour revenir à cet endroit-là chaque jour. Et c'est valable pour les chats, pour les abeilles. Bon, les abeilles savent bien où elles sont quand elles partent, elles reviennent à la ruche parce qu'elles savent se repérer. Donc les insectes ont une faculté de se repérer. La plupart des insectes ont la faculté de se repérer, tout comme les, euh, les êtres humains et les animaux. Mais chacun a sa façon de percevoir on va dire, le repère. Le repère. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le repère? Ben, c'est c'est l'insecte, l'animal ou l'être humain qui se le construit. Alors qu'est-ce que c'est que le repère? Ben, si vous êtes en vacances, ben, vous allez aller en vacances, ben, qu'est-ce qui peut être un point de repère? Ben, c'est l'aéroport. L'aéroport, c'est un monument, c'est une placette, c'est une place, c'est un lieu de vie où il y a énormément de passages, un centre-ville. Ça peut être un hôtel, une piscine, un café, tout peut être voilà, associé à un point de repère. Un point de repère. Bon, alors, quand on est sur mer, bon, bien sûr, euh, on peut bouger, soit au travers des voies maritimes, des voies terrestres ou des voies aériennes, voire des voies spatiales. Et quand on est sur mer, ben, la première des choses qu'on voit, ben, c'est un horizon. L'horizon, bon, il paraît pas fort plat, comme on pourrait le croire. Nos ancêtres savaient que la Terre n'était pas plate, je vous le dis tout de suite, mais ils devaient dire que la Terre était plate pour ne pas subir les affres de, certaines, de certains pouvoirs, contradiction de pouvoir. Il fallait ne pas aller à l'encontre de certains pouvoirs, donc dire que la Terre était plate. Or, elle ne l'était pas, ça tout le monde le savait. Même à ces moments-là, ils le savaient. D'ailleurs, les explorateurs navigateurs ont fait semblant voilà, d'outrepasser. Il y avait déjà des cartes qui préexistaient. Alors, qu'est-ce qui peut repérer, bien sûr? Ce sont les cartes, les boussoles,
les boussoles, les sextants, les astres. Ben voilà, tout est bon pour se repérer, hein. Il y a des outillages de repérage. Maintenant, il y a le GPS. Voilà, ben on peut se repérer facilement. Alors, le repérage, justement, comme son nom l'indique, c'est pour savoir où on est et savoir où on va en direction, en lieu, en changement de lieu, en changement de direction, voilà, en changement de localisation. En changement de localisation. Donc, on veut se repérer pour plusieurs raisons. Pour se retourner à un point d'ancrage qui est peut-être une habitation, peut-être un hôtel, peut-être un lieu de conférence, un lieu de conférence. Bon, tout est bon pour se repérer et pouvoir se retrouver. Tous les jours, des personnes mettent leur GPS pour aller chez un client. Chez un client pour repérer le point d'arrivée. Alors parce qu'on peut repérer le point de départ et le point d'arrivée. On peut parfois se repérer tout le long cours entre l'origine et l'extrait le point de départ et le point d'arrivée. On peut se repérer tout le long cours. Parce qu'il y a des petits trajets, il y a des grands trajets. Les plus grands trajets nécessitent, je veux dire, un repérage tout le long cours. Mais je pense à beaucoup de gens qui font des routes, des camionneurs, dans différents états, bon, ont nécessité de se repérer. Dans des lieux hostiles, des déserts, des forêts. Certaines font des navigations par voie maritime et doivent voilà, savoir ce qu'ils font, notamment quand ils changent d'itinéraire, qui ne sont pas habitués à des itinéraires qui leur ont jamais été fournis. Bien voilà, les itinéraires nécessitent euh, un point d'ancrage, un point bien sûr euh, un point on va dire de localisation. On sait où ce qu'on est dans notre environnement. Donc on est présent dans un environnement, on veut savoir où ce qu'on est dans l'environnement. Alors dans cet environnement, bon, on veut savoir par exemple si vous allez dans un bois, un grand bois, la première des choses c'est on veut savoir voilà, le trajet du bois parce que il se peut que vous allez dans le bois, les heures passant, il fasse noir, vous ne voyez plus rien et vous êtes face à un danger. Quel danger? Ben, le danger de se perdre, le danger de tomber dans un trou, voilà, de faire face à un animal dangereux, etc., etc. Bon, donc on veut parfois ressortir du bois et donc avoir un itinéraire précis, connu via des références. En cas de danger, ben, on sortirait du bois. Mais maintenant, quand on est face à un danger, bon, je vous prie de me croire que le danger est multiple, hein. Un être humain peut constituer un danger pour un autre être humain dans un bois. Euh, on peut avoir des animaux qui peuvent faire un danger, des orages peuvent constituer un danger, tout peut constituer un danger dès le moment où, je veux dire, on est en détresse dans un environnement qui est, on va dire, dangereux. Je parle les environnements dangereux, les bois, les forêts, les grandes forêts où on peut se perdre, les bois où on peut se perdre, euh, les lieux où il y a de la glace, les montagnes, les déserts, tout ce qui est étendu où on ne retrouve pas voilà, de possibilités de secours. Enfin, on a des difficultés à devoir appeler du secours. Bon, euh, toutes ces zones-là sont des zones dangereuses pour tout être humain. Alors, tant que tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, quand il y a un problème, c'est là que se pose, bien sûr, le danger. Parce que bon, parfois, il y a des personnes qui ne font pas trop attention au danger. Quand le danger arrive, mais il est trop tard. D'autres personnes font trop attention au danger, elles prennent les précautions et les assurances pour. Alors maintenant, quand une personne va d'un point A à un point B, ben, elle sait bien ce qu'elle fait. Elle veut revenir en son point d'origine. Elle veut revenir à son domicile à un moment donné. Elle veut revenir à son hôtel à un moment donné. Elle veut revenir à son point d'ancrage de départ. Et donc, beaucoup de gens ont cette notion de devoir revenir à un point A de départ, alors que d'autres insectes, pas tous les insectes ne font ça, certains insectes s'en foutent, hein. Ils recherchent leur chemin de nourriture, et le restant, ça, peu importe où ils se trouvent, hein. Qu'ils se trouvent, je veux dire, en un point A ou un point B, ils s'en foutent, hein. Eux, ils sont animés par voilà, le fait de rechercher de la nourriture. Mais certains ont un campement, je pense par exemple aux abeilles, ils ont des ruches, ben, les abeilles reviennent à leur ruche, donc quand elles partent, elles reviennent à leur ruche, donc elles sont animées voilà, d'un repérage, d'un système de repérage. Tout comme beaucoup d'insectes, mais d'autres insectes s'en foutent. Ils s'en foutent d'être où ils sont. Alors les premiers nomades, bon, ils marchaient, ils marchaient, ils marchaient, ils n'avaient pas d'ancrage vers un point de revenir à un point domiciliaire, parce qu'ils n'avaient pas de domicile. Eux, ils fonctionnaient en fonction
voilà, de recherche de nourriture, ils étaient animal, donc ils étaient un petit peu comme les insectes, certains insectes. Alors je vous rappelle que les animaux savent bien où ils sont. Je pense par exemple aux chats, quand ils doivent venir chercher de la nourriture en un point. Je pense aux hérissons qui doivent venir qui revient chaque fois au même endroit à la même heure. Il est aussi bien animé d'un repérage au niveau d'environnement, donc spatial, et que d'un environnement euh, temporel. Bon, il connaît les deux. Il sait bien qu'à telle heure il doit être là, tout comme beaucoup d'animaux. Beaucoup d'animaux ont un environnement spatial et un environnement temporel. Ils savent bien ce qui se passe. En fait, ils sont pas. C'est pas parce qu'on les appelle les animaux que bon, ils ne savent rien du tout. Bien au contraire, vous serez étonné que beaucoup d'animaux ont une forme, voilà, de conscience. Ceci étant dit, si je prends un bateau, par exemple, eh bien, si je devais faire une trajectoire en bateau, ben, les premières trajectoires paraissent linéaires, alors qu'en vérité, elle n'est pas linéaire parce que la Terre on n'a pas une Terre plate, donc on fera probablement une courbure, mais du fait que en un point A, on voit euh, un plat, eh bien, on serait tenté de dire que la trajectoire, les mouvements de la trajectoire se font de manière linéaire en tout point linéaire. De manière infinitésimale, c'est vu comme une tangente. Tout corps qui va bouger, à un moment donné, infinitésimal, il est vu comme une tangente sur la trajectoire. Donc c'est pour ça qu'on dit que la vitesse est tangente à la trajectoire. Il ne faut pas aller loin pour comprendre que la vitesse est tangente à la trajectoire. C'est pour cette raison. C'est qu'en tout point, on peut voir le mobile comme étant, faisant une trajectoire, on va dire, tangente en tout point de la trajectoire. Donc, ce qui veut dire que c'est comme si on avait des infimes, on va dire des segments infinitésimaux, des segments infinitésimaux qui sont tangents et que le mobile parcourt des segments infinitésimaux sur la trajectoire, bien que la trajectoire n'est pas forcément une ligne droite, elle peut être une ligne courbe. Et donc sur un bateau, vous pouvez percevoir qu'à un moment donné, le bateau est plat, est sur un plat qui est l'eau. Bien sûr, il y a des vagues. Si j'extrais les vagues, bon, on peut voir ça comme un plat. Ouais, il y a des ondulations, il y a des vagues, ouais, surtout quand il y a du vent. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, il est sur un plat. Il navigue sur un espèce de plat. Mais en vérité, il n'est pas sur un plat, parce que s'il devait faire le tour de la Terre, il n'aurait pas parcouru en un point, il peut voir un plat. C'est vrai pour les bateaux, pour les avions, pour les trains, pour tout ce qui est, pour tout ce qui est, on va dire, moyen de locomotion, moderne ou ultra moderne. Moi, je vous rappelle que des voitures électriques vont faire le bon temps de certaines sociétés. Donc c'est pour vous dire que, je veux dire, le moyen de locomotion est toujours quelque chose toujours en évolution. En évolution. Alors, qu'est-ce qui est moyen de locomotion? Beaucoup de choses, hein. Les trains, les voitures, les bateaux, mais les engins spatiaux. Les engins spatiaux sont de plus en plus sophistiqués et on les envoie de plus en plus loin. Maintenant, si on devait envoyer un être humain dans un vaisseau spatial le plus loin possible, qu'est-ce qui se passerait? Dans un premier temps, il aurait comme repère les premières planètes qu'il connaît, et puis après, s'il devait aller très très loin, bah, qu'il ne verrait plus la Terre ni le Soleil, à ce moment-là, bon, il devrait se repérer par rapport à de nouvelles planètes. Ce serait déjà plus compliqué. Il serait dans un autre espace, et donc fatalement un autre temps. Un autre espace, un autre temps. Donc voilà, c'est pour vous dire que la nécessité de se repérer est très fondamentale. Et il existe de nombreux outils pour se repérer. Je pense à la carte, je pense au premier objet qu'on peut avoir pour se repérer, une planète, je sais pas, la grande ours, la petite ours, des étoiles. On peut se repérer par rapport à une grande lumière, un phare de mer. On peut se repérer par rapport à un sextant, une cartographie, un GPS, par rapport à une église, un magasin, un hôtel. On peut se repérer par rapport à des voies, à des voies.
des voies de chemin de fer, on peut se repérer par rapport, bien sûr, à une boussole. Une boussole. Donc, la locomotion fait partie voilà, de la vie de l'être humain. À tout moment, il a voulu faire face à la rencontre de son environnement. L'environnement peut-être l'environnement le plus proche et le plus éloigné. Et dans les environnements éloignés, ça nécessite, je veux dire, des, des moyens de locomotion. Les premiers étaient les animaux qui ont permis à l'être humain de bouger. Je pense aux chevaux, aux bœufs, aux éléphants, et de travailler avec les êtres humains. Et puis petit à petit, ben, il y a eu des moyens modernes de locomotion. On a eu les carrosses, les voitures, les trains de toutes sortes, l'évolution voilà, du chemin de fer, l'évolution de l'aviation, l'évolution voilà, des sous-marins, des bateaux, les voitures, bien sûr, les voitures, les camions, les camionnettes, euh, voilà, les vélos, les motos, les vélos moteurs, toutes sortes, les skateboards, trottinettes, télécabines, téléphériques, et j'en passe. Et j'en passe. Donc c'est pour vous dire que le monde du transport est un monde fondamental, euh, important pour l'être humain. On rencontre tous les jours. Vous sortez de chez vous, ben, vous avez probablement une route avec des voitures qui passent, des camions. Voilà, le transport, c'est quelque chose qui anime au quotidien la vie des êtres humains. Au quotidien, d'ailleurs, qui engendre bien sûr de la pollution, effectivement. On essaie de faire des voitures de plus en plus sophistiquées avec le moins de pollution possible. Ben, il y aura toujours de la pollution, ça, de facto. Du moment où il faut se balader, ben, du moment où il faut se voilà, bouger, ben, il faudra faire appel à l'énergie. Qui dit énergie, dit fatalement et matière et énergie. Qui dit matière et énergie, dit probablement pollution. Mais le tout, c'est d'animer le tout avec le moindre pollution possible. Bon, je reviens maintenant à mon problème. Un bateau, ici il s'agit d'un bateau, parcourt 30 km dans la direction sud-ouest, c'est-à-dire que le bateau est en pleine mer. Ben, pour se repérer, c'est comme quand on est dans l'espace, on ne sait pas où on est. Donc il faut un repérage. Un repérage, peut-être la boussole, des étoiles, comme je vous ai dit, regarder le ciel, le sextant, le ciel, etc. etc. Un phare, des côtes, etc. Si on longe les côtes, on sait où on est. On longe la terre ferme, on est proche de la terre ferme, on sait bien qu'on n'est pas en pleine mer perdu avec de l'eau. C'est comme dans l'espace. Bon, dans l'espace, si vous avez les premiers, on va dire les premiers, si vous n'êtes pas loin dans l'espace, on peut encore se repérer avec Mars, les planètes du système solaire. Mais si vous êtes très loin du système solaire, que vous ne voyez même plus le système solaire qui est notre système solaire, ben, à ce moment, il faudra se repérer autrement. Ben, ça va être délicat. Ça va être très délicat. Bon, mais le tout c'est de s'adapter, de retrouver de nouveaux moyens on va dire moyens de repérage. Le repérage, bon, on peut se repérer avec beaucoup de choses. Je vous l'ai dit, GPS, le GPS maintenant est un outil que tout le monde a, la plupart des gens ont dans leur voiture pour pouvoir se repérer sur les routes, sur les routes. Et pouvoir faire bien sûr des itinéraires et d'aller d'un point A à un point B au travers des itinéraires. Avant, il y avait les fameuses cartes, par exemple, je pense aux cartes Michelin. Ceux qui devaient faire des trajets, ben, devaient acheter la plupart plusieurs cartes. Hein. Il n'y avait pas qu'une seule carte, il peut y avoir plusieurs cartes. La personne pouvait avoir peut-être 5-6 cartes pour aller d'un pays, pour passer plusieurs pays. Donc il devait avoir plusieurs cartes en sa possession et parcourir les routes qu'il fallait. Et quand il se perdait, ben, il se perdait, mais il devait demander à des gens pour retrouver voilà, un point de chute et reprendre sa direction. Et ici, c'est un petit peu ça. On a un bateau qui parcourt 30 km dans la direction du sud-ouest. Voilà, on ne sait pas où il est. Puis 10 km dans la direction de l'ouest. Puis 20 km dans la direction nord-ouest. Et enfin 25 km dans la direction nord. Donc ça, c'est un repérage dans un plan. Je vous le dis tout de suite parce que bon, il est dans un plan. Euh, la mer, on va dire, ça forme sur une petite étendue un plan. Voilà. Maintenant, la mer, bien sûr, c'est
est contenu dans le globe terrestre, avec l'effet de la gravitation. Bon, le globe terrestre, l'eau ne coule pas vers l'extérieur, mais est maintenue dans un réservoir qui est, bien sûr, le fond des mers, le fond des océans, etc., etc. Et donc, c'est retenu par la gravitation terrestre et, bien sûr, tout le système d'équilibre de la rotation de la Terre, avec des effets de la Lune sur les marées, etc., etc. Bon, ceci c'est une autre question, mais c'est pour vous dire que le repérage, ici, je vais utiliser pour le repérage des vecteurs géométriques. Vous aurez compris que vecteur géométrique, c'est un vecteur qui a comme unité le mètre. Ici, on parle justement des kilomètres. Je vais tout ramener à une échelle qui est à une échelle plus adaptée. Voilà, 1 centimètre. Voilà, je vais faire une échelle. Une échelle. Et en tout cas, on a un bateau qui parcourt 30 km dans la direction sud-ouest. Et donc, ce qui veut dire qu'on aura comme outil ici, comment est-ce qu'on appelle ça, les points cardinaux d'une boussole. Alors, la boussole indique toujours le nord. Donc, c'est pour ça qu'elle est en rouge là. Et alors, elle est divisée en 4 parties. Hein, nord, sud, est, ouest. Le nord s'oppose au sud, l'est à l'ouest. Alors, il y a une manière mnémotechnique. Il y a une manière mnémotechnique de représenter les points cardinaux, c'est de se dire la phrase suivante. Où est l'est pour se repérer. Alors, dans où est l'est, c'est que le haut il est à gauche, et vous voyez le mot ouest, est. Donc l'ouest est à gauche et l'est est à droite. Donc l'ouest c'est gauche, l'est c'est droite, nord c'est haut, sud c'est bas. Et entre tout ça, ben, il y a la division à 45 degrés qui est le nord-est. Donc on a le nord-est, donc on a le nord-est à 45 degrés, on a l'ouest et le sud-ouest est à 45, le sud-est est à 45, entre l'est et le sud, et puis on a le nord-ouest qui est à 45 entre le... Et puis après il faut encore diviser le nord-ouest et le nord en nord-nord-ouest. On divise encore en deux, puis le nord-ouest et l'ouest en ouest-nord-ouest. On peut diviser le sud-ouest et l'ouest en ouest-sud-ouest, le sud-ouest et le sud en sud-sud-ouest, le sud-est et le sud en sud-sud-est, le sud-est et l'est, on peut encore les diviser en est-sud-est, et ainsi de suite. Il reste encore le nord-est et l'est, on peut diviser en est-nord-est. Et ce sont les points cardinaux qui sont donnés là. Et donc, grâce à cette boussole-là, ben, on va pouvoir se diriger et de savoir où on se trouve. Enfin, au moins, où se trouve le bateau. Et qui va naviguer, il faut un point de repère. Un point de repère, bien sûr, il faut un point d'origine. Et par rapport à ce point d'origine, on va établir des directions et savoir où on est par rapport. Alors, quand on sait où on est, ben, on sait revenir en arrière sans aucun problème. Alors, je vais faire ça sur GeoGebra. Et je vais mettre le bateau en 000. Donc le bateau, il est à l'origine O. Alors, je vais mettre des centimètres, pas des kilomètres. Donc, je vais faire 30 km.
ce sera 3 cm. C'est-à-dire que je vais diviser par... déjà des 30 kilos, c'est 30 000. Je vais garder que le 3. Ça veut dire que pour garder le 3, ce sera 10 kilos pour avoir des centimètres. Alors kilo, c'est 1000 fois 10, c'est 10 000. 10 000, puis encore décimètres fois 10 et centimètres fois 100. Donc ce qui veut dire qu'on aura une échelle 1 millionième. C'est une échelle 1 millionième. Avec 30 km, pour avoir 3 cm, je vais diviser par 1 million. Donc je vais dessiner 1 million de fois plus petit que la taille réelle. 1 million de fois plus petit que la taille réelle. Donc je suis à l'échelle 1 millionième. Voilà, donc l'échelle, il faut d'abord une échelle, elle est fixée. L'échelle, c'est 1 millionième. C'est 1 million de fois plus petit que ce qui se présente là. 30 km, 30 km, si je fais mon calcul, 30 km c'est 30 000 mètres. Mais c'est 30 000, c'est 3 millions. 3 millions. Voilà, 3 millions. Si je divise par 1 million, ça fait 3. J'aurai 3 cm. Et maintenant, je peux entamer la chose. Le bateau va partir du point O. Voilà le point O. Alors je vais chercher les points cardinaux. Je vais opacifier, je vais tenter d'opacifier ça, propriété. Je pense que c'est un petit peu opaque. Voilà. Voilà. Et maintenant, on peut démarrer. Donc, on va lire l'énoncé. Un bateau parcourt 30 km dans la direction du sud-ouest. Donc je démarre en 0, le sud-ouest. Vous voyez où ce qu'il est.
par rapport à l'origine. Enfin, centre du point cardinal, sud-ouest, vous voyez que donc ça fait 45 degrés. Je vais chercher 45 degrés. Donc il faut que j'aille chercher juste une droite qui fait 45 degrés. Le bateau il va aller dans cette direction-là. Il va aller dans cette direction-là. Et alors, bon, on a dit qu'il faisait 30 km. Et ça, 30 km, c'est le module. C'est-à-dire que je vais chercher un cercle. De rayon 3. Voilà. Donc il se trouve à l'intersection du cercle et de la droite. Donc il se trouve en E. Voilà. En faisant 30 km, il se trouve en E. Bien sûr, niveau sud-ouest. Ensuite, puis 10 km dans la direction de l'ouest. Donc il est en E. Alors le E est en mais il va faire 10 km. Donc c'est-à-dire que il se trouve en G. Maintenant, puis 20 km dans la direction du nord-ouest. 20 km nord-ouest. Je trace une parallèle qui va passer bien sûr par le point. C'est pas ça, je me suis complètement gouré. S. Et là on a dit qu'il allait faire je sais pas combien de kilomètres. 30. Ouais, déjà 10, 20 km dans la direction nord-ouest. 20. 20 à partir de G.
Maintenant, il reste encore 25 km dans la direction nord. Maintenant, je vais tracer l'itinéraire à l'aide de vecteurs. Donc il part, alors il va en E, puis de E en G, de G en I et de I en K. Et toutes les constructions, je peux les enlever. Pour un vecteur qui ne m'intéresse pas, et alors maintenant je vais mettre un dernier vecteur, bien sûr, puisqu'en fait on demande déterminer à quelle distance il se trouve de son point de départ et dans quelle direction. Ben, point de départ étant ici, il faut aller rechercher, elle est dans cette direction là, et la distance ce sera la norme de B. La norme de B.
Donc, il y a la présence de U, V, W, A et B. L'origine étant là. Là, vous allez avoir la direction du vecteur. Hein. La direction du vecteur, bon, tout c'est... Celui-ci, je vais l'appeler V1. On va l'appeler V1, V2, V3, V4, et on va appeler le vecteur là, le vecteur résultant. Alors, n'oubliez pas qu'ici il y a 45 degrés. Hein. 45 degrés, donc V1, c'est un vecteur qui est négatif en X et négatif en Y. Donc V1 il est négatif en X et négatif en Y. Et n'oubliez pas que son module il fait 3. Moi je dois remettre à l'échelle, c'est-à-dire 30 km. 30 fois cosinus 45, c'est racine 2 sur 2. Donc on aura moins 30 racine 2 sur 2. Parce que je vous ai dit qu'il était négatif, I. Voilà. Et le V1 en Y. Il est aussi négatif. Donc, ça sera moins 30 racine 2 J. On va aller voir ça. Bon, ici, à place de mettre moins 30, je vais mettre 3 pour GeoGebra. Donc, c'est le vecteur U. Allons voir. U. Alors, 3 fois. Il est bien tous les deux négatifs. 3 fois racine de 2 sur 2. Oui, ça fait 2, 12. Donc, on a moins 2, 12, moins 2, 12. C'est bon. Alors, maintenant, je vais faire le vecteur V. Ici, c'est V2. Bon, il y a une composante en Y négatif, moins 10, moins 10i. Bien sûr, ici, on a I. Et J. On a un problème dans le plan. Donc, on a moins 10i. Moins 10i. Et en Y, plus 0j. Je vais faire le vecteur V3. V3 est à toujours 45 degrés. On a 45 ici. C'est facile parce que cosinus et le sinus de 45, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, le cosinus, il est négatif. Mais, enfin, suivant l'axe des... Suivant la composante en I, elle sera négative. Mais en J, la composante est positive. Donc, en J, la composante est positive. Donc, c'est
Comme on avait, je ne sais plus combien, 20 km, je crois que c'était 20 km. Ouais, 10 et 20, c'est ça. Donc c'est 20 fois racine 2 sur 2. En i, c'est positif. Moins 20 fois racine 2 sur 2. Et en j, il remonte en j, c'est plus 20 racine 2 sur 2. Alors on va contrôler. Ouais, je ne sais pas si j'ai vu. On va refaire le vecteur v. V, rappelez-vous que c'était. Voilà, c'est ça, c'est moins 1, 0. Donc si je fais x 10, c'est moins 10 km. Moins 10 km, c'est bon. Ensuite, on a un qui là-bas, c'est 20 fois 20. C'est bien juste, c'est moins 1,41, 1,41. Hein. C'est juste. Donc W est bon. Pourquoi? Parce que 20 divisé par 2, c'est 10. Racine de 2, c'est 1. 10 fois racine de 2, c'est 1, 14, 4. Voilà, bon, aller à l'échelle. Là-bas, l'échelle, ce sera divisé par 10. Hein, donc ça fait 1,4. Moins 1,4 et 1,4. C'est bon. V3 est bon. Et on va faire le dernier. On va faire le V4. Alors V4, c'était 25 km. Mais en J. Et maintenant, on a tout. Pour avoir la résultante, ben, il suffit d'additionner. Hein. Si je vais rechercher la résultante, j'additionne tout ça. Moins 20, moins 30, ça fait moins 50. Moins 25, racine 2 sur 2. Moins racine de 2. Parce que j'ai moins 20, moins 30. Moins 20, moins 30, ça fait moins 50. Divisé par 2, moins 25. Moins 25, racine 2. Donc c'est ça. Voilà pour les racines carrées. Alors il y a encore moins 10. Moins 10. Et là, bien sûr, fois i. Alors, je vais calculer la composante en j. On a 25. Moins 30, ça fait moins 10. Ça fait moins 5 racine 2. C'est 25. Moins 5 racine 2. J. Il y a un J ici. Et bien voilà, on a le vecteur R. Donc je vais aller voir si c'est bon. Vecteur R qui est B. Moins 4,53, 1,77. Moins 4,53. 1,77. Bien sûr, il y a un moins là. Bon, on va calculer ça. Moins 25, racine 2. Moins 10. C'est ça. J'ai moins 45, 35. Je divise par 10. Ça fait moins 4,53. C'est bon. 25 moins 5 radical 2. Ça fait 17,9. Et comme je parle de 30 km, je retombe à 3 km. Je divise par 10. On sait bien que c'est une échelle 1 millionième, mais je fais des références 33, 22, 10, 1. Donc je divise tout par 10. C'est pour ça que quand je divise par 10, je fais ça. Donc j'ai 17,93.
Et quand je divise par 10, ça fait 1,77. Enfin, 1,79 normalement. 25 moins 5 racine de 2. Ouais, c'est 17,9. Bon, ça fait 1,77. Moi j'ai 1,79. 1,79. En tout cas, c'est 1,7. Pourquoi il a trouvé un 77, je n'en sais pas plus. Mais en tout cas, moi j'ai un 79. Voilà. Donc ça c'est la direction. Je pourrais calculer aussi la norme. Bon, la norme, ça, je pourrais calculer la norme. On sait que tout ça c'est bon. Donc je vais calculer la norme de B, 4,86. Donc je peux tracer un cercle. Oui. 4,86. Bien sûr, ça qui fait 48. 48, hein. La norme, je, moi, dans le dessin, tout est divisé par 10, hein, parce que j'ai 30 km, je retombe à 3 cm, donc je divise par 10. L'échelle, c'est un millionième, je vous rappelle. Pour avoir la norme, vous faites ceci, moins 10 au carré, plus 25 moins 5 racine 2 au carré, et vous prenez la racine carrée. Vous allez avoir la valeur que je vous ai dit, 40 et des. Bon, ici, ils ont trouvé 4,86, enfin, ce GeoGebra, ils trouvent 4,86 sur GeoGebra, ce qui fera 48,6. 48,6 ou 7, voilà, peu importe. Et si maintenant on peut calculer la tangente alpha. Pour avoir la tangente alpha, ben, vous faites le rapport. Pour avoir l'angle alpha, ben, vous faites le rapport de normalement c'est celui-là, 25 moins 5 racine 2 sur moins 25 racine 2 moins 10. Donc 25 moins 5 racine 2 divisé par moins 25 racine 2 plus 10. Et je trouve moins 21 degrés. Moins 21 degrés 56. Je vais regarder tout de suite. « 360 moins 338, 21 degrés, c'est ça, c'est 21,34, c'est juste. J'ai 21,34, bon, moins 21,34, ben, c'est 21,34, on va dire ça comme ça. C'est ce que je viens de trouver. 21,34.
21,34. Celui-ci... Bon, oui, là, il me donnait moins 21,34. C'est l'angle, donc c'est ce rapport-là, côté opposé sur côté adjacent. Donc c'est delta y sur le delta x. Donc c'est la composante en x, en y sur la composante en x. Donc c'est bien ce que j'ai fait. La composante en x est bien négative. La composante en y est bien positive. Donc on a du plus sur du moins, mais c'est normal qu'on a une tangente alpha d'une valeur négative. Donc là, alpha va donner un angle négatif, mais bon, ça, peu importe, on prend valeur absolue, hein. L'angle il fait 21. Moins 5 racine de 2 divisé par moins 25 racine de 2 moins 10. Moins 0,39, c'est ça, hein, j'obtiens une valeur négative. Voilà, et je trouve moins 21,56. Moins 21,56, moins 21,34, moins 21,56. Bon. Il y a une petite légère différence par rapport à GeoGebra. Bon, déjà tantôt j'avais un 77 et l'autre il était 79. Il y a un petit décalage juste au centième. Bon, mais en tout cas, la première approximation, c'est bon. Donc on connaît la direction et l'angle. Connaissant la direction et l'angle, on sait où est le point M. On sait où se trouve le point M. Ayant toutes les directions des différents vecteurs, on a la direction par rapport à l'horizontale. Et en plus de ça, on a le module total. C'est-à-dire, on a l'angle et le module total, ben, on sait où se trouve le point M. Par rapport à l'origine, bien sûr. Voilà, le problème est terminé. Hein.
Bon, ceci constitue ce qu'on appelle une roue à rocher. En mécanique, c'est une roue à rocher. Alors, on attend deux mouvements, voilà comment dessiner une roue à rocher. Tout simplement, ça pourrait être le fruit d'un ventilateur, hein. On va dire des ailettes d'un ventilateur. Je vais effacer voilà, je vous remercie beaucoup.